Le bord de l'embarcation percuta un noyé. Il flottait sur le ventre, les bras tendus vers le fond. Il y avait sans doute égaré quelque chose. Il faisait pitié. Il avait presque réussi à rejoindre Tsvetnoï Boulevard, à moins qu'il n'eût pas réussi à s'enfuir bien loin en la quittant. « Vous avez des monstres dans votre coin ?» Artyom fit mine de ne pas comprendre que la question lui était adressée, et ne répondit rien. Mais on avait décidé d'insister. « Hé, l'ami, oui, c'est bien à toi que je pose la question. Je disais, comment ça se passe avec les monstres chez vous, à Alexeyevskaya ? Tout est normal. Mais quand tu dis normal, ça veut dire que vous en avez, ou que vous les avez tous butés ? Il n'y a pas de monstres chez nous. Oh, que si. Ils sont partout, mon ami. Ils sont comme les rats. Vous devez en avoir, vous aussi. Ils se cachent, ces salopards. Je me le tiendrai pour dit. Mais ils pourront pas se cacher éternellement. On les retrouvera jusqu'au dernier. À la règle et au compas, on séparera le grain de l'ivraie. Pas vrai, Beliache ? Exact. Pas de place dans le métro pour les monstres, déjà qu'on n'a pas de quoi respirer. C'est qu'ils se contentent pas de bouffer les champignons. Ce sont les nôtres qui s'envoient dans le buffet. Tu piges ? Les miens et les tiens. Nos enfants n'auront pas assez de place dans le métro parce que ce sont les leurs qui l'occuperont. C'est eux ou nous. Nous, les normaux, on doit se serrer les coudes, parce que ces saloperies, elles prolifèrent. Artyom sentit une main se poser sur son épaule, dans un geste de camaraderie. Le premier d'entre eux avait les traits soufflés, des poches sous les yeux, une barbe en pointe, et ses mains étaient gonflées à cause d'un problème de rétention d'eau. Le deuxième, la trogne marquée par la petite vérole, avait le front bas, pas plus de 2 doigts. Le troisième avait une tête d'homme des cavernes rasée à blanc, et ses sourcils épais se rejoignaient pour former une ligne de pilosité noire, au-dessus des yeux. Ce n'était certainement pas un arien. Leurs 2 comparses se fondaient dans l'obscurité. Les gens, ils sont comme des porcs, tu vois ? Ils plongent leur groin dans l'auge et ils grognent. Tant qu'on leur verse quelque chose dedans, ils sont contents de tout. Personne ne veut réfléchir. Tu veux savoir ce qui m'a interpellé chez le Führer ? Il dit « Réfléchis avec ta tête. S'il y a des réponses toutes faites aux questions, ça veut dire que quelqu'un les a préparées pour toi. Il faut se poser des questions, pigé ? Et est-ce que vous êtes déjà allé dans les stations du Reich ? Demanda Artyom. J'y suis passé, dit l'homme à la figure marquée, en transit. Et ça m'a pris aux tripes, parce que tout est parfait là-bas. Tout est à sa place. Et là tu te dis, putain, mais où est-ce que j'ai vécu tout ce temps ? Exact, commenta le crâne rasé. Chacun doit commencer par lui-même, par sa station. Petit à petit. Par faire le tour des voisins, par exemple. Personne ne naît héros. Et ils sont là, hein. Ils sont partout. Ils forment comme une mafia. Ils ne laissent pas de place aux normaux. Chez nous, à Rijkaya, c'est exactement ça. Hein. T'as beau te battre, tu pourrais aussi bien te fracasser la tête contre un mur. Lâcha Lyoka. Ce serait de leur faute, vous croyez ? Dites-nous au moins à quoi ils ressemblent. Tu sais, des fois, ils se cachent si bien que c'est impossible de faire la différence avec un type normal. Il faut gratter. Dommage que tout le monde percute pas ça, renchérit le soufflet sur le rasé. J'ai commencé à les repérer, moi, dans notre station. Mais bon, les gens ne sont pas encore prêts, ajouta-t-il en se massant la mâchoire. Certains vont même jusqu'à se croiser avec eux, t'imagines ? C'est écœurant. Le plus important, c'est de se rappeler tous ceux qui ont levé la main sur les nôtres.
tous ceux qui ont essayé de faire taire nos frères. Le temps de la vengeance sonnera. Je vous le propose, venez avec nous. L'homme à la petite vérole avait toujours la main posée sur l'épaule d'Artyom. En volontaire. Rejoignez la Légion de Fer. Parce que t'es des nôtres, mon gars. Hein? T'es des nôtres, pas vrai? Non, non, les gars, nous on est des billes en politique. On va au bordel. Artyom en avait la gorge sèche. La main le brûlait à travers son pull, et il s'attendait à chaque instant à sentir l'odeur des flammes. Il aurait voulu se tordre comme une couleuvre, échapper au contact de cette main. Mais où pouvait-il fuir? C'est pas dommage, ça? On lui propose de sauver le métro, et il remet son groin dans son auge. Est-ce que tu t'es au moins demandé comment nous en sommes arrivés là? Comment on va survivre, nous les hommes? Tu y as déjà pensé? Avec ta propre cervelle, hein? T'y as pas pensé une seule fois. Tu penses aux putes. Ouais, ça, pour tremper sa nouille, y a du monde. Mais l'avenir de la nation, tout le monde s'en branle. Mais laisse tomber, Panzer. Peut-être qu'il en lime une, d'ogresse. Pouah. Eh, grand-père, peut-être toi alors. Sur tes vieux jours, faudrait penser à ton âme. Toi, tu dois être un gars normal. Ou alors t'es avec le cancer? On dit que le Führer a mis rien du tout. Ils vont rassembler la Légion de Fer et alors là, on va s'entraîner un peu. Et après, on reviendra se rappeler au bon souvenir de toutes les monstruosités. Et nous nous promènerons encore dans le métro. Au pas. Mais c'est quoi cette Légion de Fer? Demanda Lyoka. Un régiment de volontaires, pour les nôtres. Ceux que les monstres empêchent de vivre. Mais c'est mon cas. Oh, alors... chut, attends, on arrive. Un projecteur les accueillit à leur arrivée à Tsvetnoï Boulevard. Aussi durent-ils approcher de la station en plissant les yeux, presque à l'aveuglette. Au lieu des gardes-frontières, on trouvait ici des videurs que n'intéressaient ni leur passeport ni leur visa, seulement leurs cartouches. Venaient-ils pour dépenser ou juste pour baver? Il nous faut un médecin. Est-ce que vous avez un médecin? À peine eurent-ils accosté qu'Artyom bondit sur le quai et tira le broker par le col. Entre-temps, Oleg avait baissé les armes et cessé de protester. Des bulles carmin se formaient à la commissure de ses lèvres. La poule fidèle s'était installée sur son ventre pour éviter que son âme s'échappât par le trou. « Un médecin ou une infirmière ?» s'esclaffa le costaud à la figure ruinée. Il avait le nez aplati, et de ses oreilles ne subsistaient que des ergots de chair. « Cet homme est en train de mourir. On pourrait même lui trouver des anges par chez nous. » On finit néanmoins par leur indiquer le chemin de la praticienne. « C'est vrai que son truc, c'est plutôt les vilaines maladies. Alors, je sais pas ce qu'elle peut faire pour la balle. Mais la chaude-pisse, elle vous expédie ça en 2-2. »« Attrape-le » ordonna Artyom au broker. « Mais c'est la dernière fois. Après tout, c'est pas moi qui... Hein ?»« Personne ne veut de toi » transmit Omer à un Oleg comateux en lui saisissant une jambe. « Sauf une poule. »« Et au fait, » s'exclama Lyoka, « parlons-en de la poule. » Ils se mirent en marche à travers la station. D'après les calculs d'Omer, elle devait être plus profonde encore que Mendelivskaya. Pourtant, il y avait juste assez d'eau pour transformer les voies en canaux, tout en laissant le quai à sec. Quand le vieil homme fit part de son étonnement à ce sujet, Lyoka lui expliqua que certaines choses avaient tendance à flotter. Ce qu'avait été Tsvetnoï Boulevard autrefois était impossible à deviner. Désormais, ce n'était plus qu'un vaste repère de brigands. La station était divisée en cabines, loges et autres petits salons séparés par du contreplaqué, des matériaux composites, du carton ondulé, des paravents ou des rideaux. Tsvetnoï était devenu un labyrinthe impossible à traverser, où toutes les distances étaient faussées. Il n'y avait dans cette station ni sol ni plafond,
Par endroits, on avait réussi à bâtir sur 2 niveaux, parfois même 3. Certaines portes dans les couloirs étroits s'ouvraient sur des réduits de la taille d'une couchette. D'autres conduisaient vers des aires aménagées sous le plancher de la station, et qui en avaient la superficie. D'autres encore masquaient des passages vers nul ne savait où. Il y régnait une cacophonie improbable. Chaque chambre sonnait à sa manière, et des chambres, il y en avait un millier. On y pleurait, gémissait, riait, tentait de masquer des cris par des musiques enregistrées, hurlait des chants d'ivrogne, mugissait d'effroi. Telle était la voix de Tsvetnoï, celle d'un cœur infernal. Et bien sûr, il y avait les femmes. Il y avait des anges lubriques, des maîtresses sévères en uniforme, des roqueuses en bas déchirés, des infirmières aux fesses nues, ainsi qu'une légion de prostituées vulgaires et sans imagination. Il aurait été impossible d'en installer une de plus. Elles criaient, apostrophaient le chaland, étalaient leur charme, faisaient les yeux doux, car pour toutes, le temps était compté. Chacune n'avait le droit qu'à une seule tentative, le temps de ce demi-mètre où l'on passait devant elle. Si elle n'arrivait pas à ferrer son poisson, il partait frayer dans d'autres eaux. Et ici comme ailleurs, qui ne travaillait pas, ne mangeait pas. Dans cet environnement, Lyoka se sentit soudain beaucoup mieux. On aurait même dit que sa plaie se refermait d'elle-même. Homer, lui, n'était pas dans son assiette. Dès l'instant où ils eurent plongé dans le couloir qui serpentait sans fin, il avait dévissé sa tête à un angle improbable, et n'avait cessé depuis de jeter des regards par-dessus son épaule. « Qu'y a-t-il, grand-père » lui demanda Artyom. « J'ai l'impression, toujours cette impression, où que j'aille, à chaque instant, une fille avec qui... » La jambe nue d'Oleg commençait à échapper à l'étreinte d'Homer. « Ah ben qui l'eût cru, grand-père » persifla Lyoka. « Tiens mieux sa jambe plutôt, » dit Artyom. « Ah, on y est. C'est la porte là-bas. » Ils portèrent le mourant à l'intérieur. Il y avait une file d'attente d'âmes brisées et de corps qui démangeaient. Que des femmes. La doctoresse sortit de son bureau, avec ses lunettes à verre épais, la cigarette vissée au coin des lèvres. Il se dégageait d'elle quelque chose de masculin. « Il est salement amoché », jugea bon de l'informer le broker. Pour qu'Oleg ne souille pas la salle d'attente avec le peu de sang qui lui restait, on accepta de le faire porter aussitôt dans le cabinet. On l'installa dans un fauteuil de consultation. On prit un chargeur en guise d'avance au cas où il s'en sortirait, et on leur conseilla de ne pas attendre. On donna à Lyoka de l'alcool pour sa main, mais il décida de rester dans la salle d'attente malgré tout. Ma poulette. Ici, elles sont assises normalement, pas comme des professionnels, dit-il à Artyom en hochant la tête en direction des dames désemparées. Qui sait, je trouverai peut-être la bonne. Qui savait, en effet. Ils se dirent adieu. Ma poulette. Dites. J'ai fait ce que j'ai pu, Ma poulette. se dit Artyom. Que je l'aime. Cette fois, j'ai fait ce que j'ai pu. Je peux aller la tête haute. C'est simple. Soit par ici, soit par là. Ils étaient assis dans une petite pièce. À côté d'eux, une fille d'une quinzaine d'années, ingrate et mal nourrie, se tortillait autour d'une perche. Elle n'avait pas de poitrine, et ses côtes saillaient sous son maillot fatigué par de trop nombreux lavages. Elle ne cessait de secouer ses os au-dessus de l'assiette de soupe d'Artyom. Lui avait peur de la froisser en la chassant, car elle n'avait pas d'autres clients. Aussi avait-il décidé de faire semblant qu'il n'y avait à côté de lui ni perche,
ni fille. Mais peut-être était-ce encore plus vexant. Où pouvait bien se trouver l'amour-propre chez une prostituée? Il ne le savait pas. En revanche, la soupe était bon marché, et à peine parti, il devait déjà regarder à la dépense. Les cartouches avaient fondu rapidement, et pour pas grand-chose. Au fond de la scène était accrochée une carte du métro. Elle était le sujet de leur discussion. 2 routes s'ouvraient depuis Tsvetnoï Boulevard. La première, en continuant à descendre la ligne, conduisait vers Tchekovskaya. La seconde, par un passage de correspondance, vers Troubnaya pour filer ensuite vers Stretensky Boulevard. À en croire la carte, les 2 chemins conduisaient à Teatralnaya. La réalité n'était pas si simple. Cette carte appartenait au passé. Le nœud de correspondance formé par Tchekovskaya, Pouchkinskaya et Tverskaya avait changé de nom. Il s'appelait désormais Quatrième Reich et se prétendait le digne héritier du Troisième. Peut-être n'en avait-il usurpé que le nom, mais peut-être était-ce une réincarnation bien réelle. On pouvait faire tomber des régimes, les empires pourrissaient et mouraient, mais les idées se conduisaient comme les bacilles de la peste. Elles restaient dans les dépouilles de ceux qu'elle avait tués. Elles se racornissaient, s'endormaient, et pouvaient patienter pendant des siècles. Puis, au hasard d'un chantier de tunnel, on pouvait rencontrer un cimetière de pestiférés. Il suffisait d'effleurer un vieil os, et peu importait alors la langue et les croyances du nouveau venu. Le bacille n'est jamais très regardant. L'ancienne ligne Sokolnitcheskaïa, qui barrait le métro de part en part, elle, était devenue depuis longtemps la ligne rouge. Cette appellation n'était pas due à sa couleur, mais à sa religion. Une expérience unique. La reconstruction du communisme sur une seule ligne du métro. La formule n'avait pas changé. L'électrification générale et le pouvoir des soviets. Et bien sûr toutes les autres variables de cette équation, qui en réalité n'avait de variable que le nom. Certains morts étaient bien plus en forme que les vivants. « Je ne peux pas passer par le Reich », dit Artyom. « Impossible. Rei Tchekovskaya. » Omer le gratifia d'un regard inquisiteur. « C'est tout de même le chemin le plus court. De Tchekovskaya, on emprunte la correspondance vers Tverskaya, et Teatralnaya est la station suivante. Rei là, je ne peux. Mais tu es russe, non? Tu es blanc. C'est pas le problème. Là-bas, on me... » Artyom fit signe à la fille qui se tortillait de désespoir de venir les rejoindre. « Va manger de la soupe. C'est moi qui régale. Et arrête de te trémousser devant nous. » Il n'arrivait pas à se confier après les conversations qu'il avait eues à la Hanse. Il avait toujours l'impression d'être épié. « On se fiche de ce dont il s'agit. Je vais pas traverser le Reich. Tu sais, ces salopards, là, quand on naviguait sur le radeau pour venir ici, j'ai eu beaucoup de mal à garder mon calme. S'ils avaient pas été 5, à 1 contre 5, c'est pas pratique. Et il y avait notre mourant aussi avec son œuf. Ouais, pas fameux comme situation, dit Omer en caressant la poule qui somnolait sur ses genoux. Il me faisait pitié, le bonhomme. C'est vrai que la journée est longue, lâcha Artyom en se frottant les yeux. Eh garçon. Hein? Le serveur était âgé, sale et indifférent à sa clientèle. Qu'est-ce que vous servez? Vous avez du samogon? Fait à partir de champignons. 48 degrés. Bien. Tu en prends, grand-père?
Pas plus de 50 grammes, avec du saucisson. Sinon, ça va me monter à la tête. Ce sera 100 pour moi. On les servit. Elle n'en finit pas cette journée. Hein. Allez, on boit à l'idiot. À Oleg. Qu'il vive. Qu'il ne vienne pas me hanter dans mes rêves avec son œuf. D'accord. C'était vraiment une histoire absurde. Sans queue ni tête. Et pour moi, c'est pas passé loin. Sur le moment, on ne ressent rien. Mais maintenant, je me dis que tout aurait pu se terminer là-bas. Et ça aurait pas été la pire des fins. Ça aurait été pas mal pour ton livre, non? Hop, et c'est bouclé. Une balle perdue. Mais est-ce que tu penses vraiment qu'on aurait pu te tuer? Ah, peut-être que ça aurait mieux valu. À 3 stations de Théâtralnaïa? À 3 stations. Artyom balaya la pièce du regard une fois de plus. Il observa la danseuse noyée dans sa soupe. Le serveur aigri. Il y est vraiment cet opérateur radio, hein, grand-père? Dis-moi la vérité. Où est-ce que je vais? Pourquoi? Oui. Piotr. Je crois que son nom est Umbar. Piotr Sergeyevitch. Nous avons fait connaissance. Il a dans mes âges. Umbar? C'est un surnom? On dirait qu'il s'est enfui du Reich, qu'il a échappé à ces salopards. En voulez-vous encore? Non, non, merci. Bon. Supposons merci. Je ne pense pas que ce soit le cas. Seulement, j'ai failli être pendu un jour, grand-père. Ah bon? Mais pourtant tu n'es pas... Ou alors... J'ai tué un de leurs officiers. Un concours de circonstances. Et puis... Bref. On m'a sauvé alors que j'étais sur l'échafaud. Est-ce que je peux vous en redemander une lichette? Merci, merci beaucoup. Oui, mais on t'a sauvé. Pas vrai? Tu sais, je me demandais comment meurent les gens, jusqu'où chacun parvient dans sa vie. Je suis un vieil imbécile romantique, mais, tu vois, tu n'es mort ni ce jour-là, ni aujourd'hui. Peut-être que ce n'était pas ta destinée. Peut-être ton heure n'était pas encore venue. Et alors? Et les gars avec qui nous avons défendu le bunker contre les rouges? Les gars de l'ordre? De mon unité, il n'y a que Letiaga qui a survécu. Et encore, c'est passé à ça. Combien sont tombés là-bas? Ullman, Shliapa, Dekiati. Qu'en est-il d'eux, par exemple? Pourquoi était-il écrit qu'ils devaient mourir? Parce qu'ils s'étaient mal conduits? Non, mon Dieu, non. Tu vois, grand-père? Eh, monsieur, apporte-nous donc ton poison, là. Allez, bosse un peu. C'est l'histoire que tu as évoquée dans le bureau de Svinoloup? Demanda Omer après avoir attendu que le serveur se fût acquitté de sa tâche et éloigné. C'est au sujet de Corbout, non? Le chef du contre-espionnage des Rouges? Il avait envoyé tous ses hommes contre Melnik, sans l'approbation du dirigeant du parti. On heurta en rythme la cloison en mélaminé à côté d'eux. Sans doute une tête de lit ou une tête tout court. Et alors que la cadence s'accélérait, on mugit en crescendo. Ils se turent, écoutèrent, écarquillèrent les yeux avant d'échanger un clin d'œil amusé. Artyom se pencha au-dessus de la table minuscule pour se rapprocher d'Omer. Contre-espionnage. Tu parles. Il était le chef du KGB, de la ligne rouge. Avec ou sans approbation. Mais réfléchis 2 secondes. Chef du KGB. Pour résumer, j'étais avec les gars dans le bunker. Tout l'ordre était là. Combien étions-nous? Une 50aine? Contre un bataillon? Et pas n'importe quel bataillon. Et si les rouges avaient fait main basse sur le bunker,
il y avait un entrepôt. Et j'ai entendu parler de ça. C'était des conserves? Ou des médicaments? Des conserves, ouais, c'est ça. Mais de celles que, si tu les ouvres... Tu crois vraiment que la bouffe intéresse les rouges? Ils ont toujours vécu sans et auraient pu continuer ainsi. C'était des armes chimiques qui étaient stockées là-bas. Des conserves. Nous les avons repoussées, et tes conserves, on les a remontées à la surface. On a enterré la moitié des nôtres. Voilà toute l'histoire. Et sans trinquer. Sans trinquer. Et Melnik, tu l'as vu dans un fauteuil? Est-ce que tu l'avais déjà rencontré avant? Oui. Mais même dans son fauteuil roulant, il est toujours aussi impressionnant. C'est l'homme qui, à lui seul, a rassemblé l'ordre. Un homme après l'autre. Les meilleurs. Pendant 20 ans. Et en un seul jour. Moi, je n'ai servi avec eux qu'un an. Mais c'était comme une famille. Et aujourd'hui, c'est un invalide. Il a perdu un bras. Le droit. Ses jambes ne le portent plus. Imagine ça. Dans un fauteuil. Et toi, si j'ai bien compris, tu as servi dans l'ordre depuis ce fameux jour où vous avez rasé les Noirs à coups de missiles. Vous les avez trouvés ensemble avec Melnik, ces missiles. Pas vrai? Et si vous ne les aviez pas trouvés, les Noirs auraient dévoré tout le métro. Et c'est après ça que tu as été incorporé dans l'ordre. En héros. J'ai bon? Allez, on s'en jette un deuxième de suite, grand-père. On criait si fort derrière le mur que la poule se réveilla et voulut s'envoler. Que les âmes volent jusqu'au paradis, fit Artyom en essayant d'attraper la poule de sa main ivre. Et voilà le plus amusant. Le chemin est le même, regarde. Où est-ce qu'on peut aller d'ici? Seulement vers Troubnaya, et ensuite vers Stretensky Boulevard. Excuse-moi, mais je n'irai pas sur la ligne rouge. Voilà comment il est, ton compagnon de voyage. Ce qui fait qu'il n'y a plus qu'un seul chemin. Vers Tourguenevskaya. Puis, par notre ligne, jusqu'à Kitaïgorod. Le tunnel est dangereux à cet endroit. Malfaisant. Et de là, on file à Tretiakovskaya. J'ai emprunté le même chemin il y a 2 ans. Oh mince, c'est fou tout ce qui a pu se passer en 2 ans. Et enfin, de Tretiakovskaya à Teatralnaya. C'est vrai qu'à l'époque je me rendais à Police. C'était cette fameuse traversée du métro? À l'époque des Noirs? Ah, c'est ça. À l'époque des Noirs. Écoute ma grande, il vaudrait mieux que tu manges encore un peu de soupe. C'est vrai, je suis marié. Enfin, je crois. Non, non, moi non plus, ça ne m'intéresse pas. Merci. Et pourquoi tu dis ça? La fille de Melnik, c'est bien ton épouse, non? Mon épouse était une tireuse d'élite. Son papounet l'a entraînée pour ça. Et maintenant, les champignons. Eh, où est donc mon champignon? Melnik, pourquoi est-ce qu'il t'a... Eh ben, il m'a écarté parce que... Mais dis-moi plutôt, grand-père. C'est quoi cette histoire entre les blondes et toi? Mais je ne comprends pas. Tu as parlé d'une fille. Il y avait quelque chose avec elle. Parce que tu passes ton temps à me bombarder de questions, à m'interroger. Et c'est mon tour, d'accord? Mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Elle était comme une fille pour moi. L'an passé. Je n'ai pas d'enfant et elle était jeune. Je l'avais prise sous mon aile. Pas tout à fait comme un père ni comme un grand-père, c'est vrai. Pas comme... Bon, elle est morte. Et comment elle s'appelait? Sacha. Elle s'appelait Sacha. Alexandra.
La station a été engloutie par les eaux, avec tous ceux qui s'y trouvaient. Bon, allez, on s'en rejette un petit, et sans trinquer. Eh monsieur, 2 autres, et du saucisson. Hein. Il n'y a plus de saucisson. Il y a des vers marinés, mais avec ça, disons qu'il faut savoir les manger, quoi. Et est-ce qu'on peut rester ici pour la nuit? Ah, la chambre ne se loue qu'avec la femme. Avec la femme? Celle-là? Moi, je prends. Aujourd'hui, c'est relâche. Allez, va. J'ai beau me dire qu'elle est morte, qu'elle n'est plus. Pourtant, je n'arrête pas de la voir. Je la rencontre partout. Je l'ai même confondue avec cette vieille rosse. Comment ai-je pu? Elle, Sacha, elle était si douce. Une fillette si lumineuse. Elle venait à peine de quitter sa station. Toute une vie dans une seule et même station, tu imagines? Elle chevauchait la même bicyclette sans roues pour produire un peu d'électricité. Elle s'absorbait dans ses rêveries. Et elle avait un petit emballage de thé avec un dessin. C'était des montagnes couvertes de verdure. Un truc chinois, peut-être. Comme des images d'Épinal. Elle s'imaginait que le monde entier se confondait avec l'image sur son petit emballage. Mais dis-moi, qui est donc Jennia? De quelle Jennia tu parles? Mais comment ça, quelle Jennia? Quand tu oublies notre présence, tu te mets à parler avec un certain Jennia. Ah, c'est mon ami. Un ami d'enfance. Et qui est-il? Où est-il? Toujours avec toi? Est-ce qu'il t'entend? Il est au même endroit que ta Sacha. Pas moyen de discuter avec lui d'une autre manière. Ah, excuse-moi. Je ne voulais pas... Mais c'est moi qui... Je voulais pas que les autres entendent. Je vais arrêter ça, je sais bien. Jennia n'est plus, et point final. Tu me pardonnes? Basta, que Jennia aille se faire foutre. Fini. Serveur! Tu m'as convaincu. File-nous tes verres, et coupe les fins. Non, encore plus fins. Pour pas qu'on les reconnaisse. J'ai de la peine pour ta Sacha. Ma petite Sacha. Peut-être qu'elle aurait dû rester dans sa station. Peut-être qu'on aurait tous dû rester dans nos stations. T'y as jamais pensé à ça? C'est ce que je me dis quelquefois. Rester à la maison et ne pas courir le monde. Cultiver des champignons. Encore que... Jennia était restée bien sagement chez lui. Et qu'est-ce que ça lui a valu? Moi, ce que j'en dis, moi... Avant, j'étais conducteur de rame. Dans le métro. Un vrai de vrai. Et... j'ai une théorie. Une sorte de comparaison, pour ainsi dire. La vie, c'est comme une ligne de métro. Comme des rails. Il y a des aiguillages qui peuvent vous faire changer de voie. Et des terminus, il n'y en a pas qu'un, mais plusieurs. Certains font le voyage sur la même ligne du début à la fin, et d'autres vont au dépôt. D'autres encore empruntent des tunnels secrets pour rejoindre d'autres lignes. Tout ça pour dire que des terminus, il peut y en avoir beaucoup. Mais de destination, chacun de nous n'en a qu'une. La sienne. Et il faut bien choisir à chacun des aiguillages qui longent les voies pour arriver exactement où l'on doit. Accomplir ce pourquoi nous sommes venus au monde. Je suis clair dans mes explications? Ainsi, j'avais commencé par dire que je ne suis qu'un vieil imbécile et que je patauge dans la niaiserie romantique. Mais mourir d'une balle perdue, ou ne pas sortir de chez soi, ce n'est pas pour toi, Artyom. J'ai l'impression. Ce n'est pas ta destination. La tienne est une autre. Ailleurs.
Ah, puisses-tu avoir raison, soupira Artyom. Dis-moi, sur quelle ligne travaillais-tu? C'était quoi ton terminus? Moi? Fit Homer en buvant un nouveau verre. Je travaillais sur la Koltsevaya. Artyom grimaça et fit un clin d'œil au vieil homme. C'est marrant. Cela dit, les vers ne sont pas si mauvais, hein, tant que tu sais pas comment ça s'appelle. Je n'en veux pas. Ben moi j'en veux. Écoute grand-père, j'ai déjà rencontré des gens qui m'ont parlé de la vie, de la fatalité, de la prédestination. C'est de la branlette tout ça. Des conneries, tu comprends? Il n'y a rien. Rien que des tunnels vides. Et le vent qui s'y engouffre. Et c'est tout. Il engloutit les restes des vers dans son estomac affamé, et se leva en titubant sur ses jambes cotonneuses. Allez, je vais aller chier. Il passa d'une chambre à une autre, juste derrière l'aggloméré, et le décor changea du tout au tout. Il venait de quitter un bar de 2 mètres sous plafond, avec une perche et une pauvre fille en maillot de corps, pour débouler dans un couloir, un passage où l'on avait entassé des matelas, et sur ces matelas s'affairaient des gens nus, qui avec flegme, qui avec fureur. On bousculait ses voisins, on cherchait un point d'appui, les talons patinaient dans le vide. Les murs étaient recouverts de pages arrachées dans des magazines pornographiques, aux couleurs passées. Et le plafond était si bas qu'on devait marcher courbé. Artyom se remit en chemin. Une bedaine titanesque couverte de poils frisés, une tête glabre, des bretelles rayées. Il était assis sur un canapé défoncé, une nymphe sur chaque genou. Les murs étaient tapissés d'un papier peint, semblable à celui qu'on trouvait dans les appartements abandonnés à la surface. La graisse vibrait, s'agitait. Il saisit l'une par la tête avec rudesse. La lumière s'éteignit. Désormais, il fallait avancer à tâtons. Où sont les gogues? Plus loin! Un piano cassé tintinabulait dans un coin. Un véritable piano. Sur son couvercle, on avait posé une dame corpulente. Une cuisse pendait à droite et l'autre à gauche, qui poussait de petits cris aigus alors qu'un homme en veste de jean s'affairait au-dessus d'elle, noyé dans cet amas de chair. Le plafond flotta dans le champ de vision d'Artyom. Était-ce un dessin qu'il y voyait? Non, non, il devait aller plus loin. 3 hommes en uniforme noir. On racontait que dans l'ancien monde, c'était la tenue fournie aux employés des chemins de fer. Dans le nouveau, il s'était trouvé d'autres propriétaires. Sur les manches, des araignées à 3 pattes, noires sur leur disque blanc. Le triumvirat de Tchekovskaya, Tverskaya et Pouchkinskaya. C'était ça. Il devait venir tous les jours en voisin. Ou toutes les nuits. Debout, l'un des hommes avait retroussé les frusques d'une femme, et baissé les siennes. Elle se mordait la lèvre. Un mauvais quart d'heure a passé. D'autant qu'il y en avait 2 autres à attendre derrière. Ils étaient disciplinés. On entendait encore le son du piano, et l'uniforme noir semblait en prendre le rythme. Et là, 2 sorties. Une à droite et une à gauche. C'est par où? De nouveau un espace minimaliste. Aucun décor. Juste des corps entassés.
comme une fosse commune de fusillés. Et ils bougeaient avec autant d'énergie que des mourants. Une épaisse fumée âcre montait et s'échappait par les interstices pour aller chatouiller les narines des voisins. Cette fumée, il en avait plein les yeux, plein les poumons, plein la tête, plein le cœur. Plus loin, avancer plus loin. D'où était donc parti le petit Artyom? Comment allait-il y retourner? Tout droit ou à gauche? Voilà un diable aux postérieurs zébrés de coups de fouet, et une femme aux épaules carrées qui s'activait sur lui avec entrain. Où prenait-il donc toutes ces fringues? Il devait certainement les récupérer sur les cadavres à la surface. Des tenues de qualité, de l'import. Un garçon habillé en fille venait à sa rencontre en s'essuyant les lèvres sur la manche de sa robe. Il avait une moustache, une femme à barbe comme dans les phénomènes de foire. Jadis, juste au-dessus de cette station, il y avait un cirque, un vieux cirque célèbre implanté sur le boulevard Tsvetnoï. Encore une porte. Peut-être était-ce là. Il devait bien avoir ça quelque part. Une tablée de gens masqués. Enfin, ce devait être l'idée initiale. Les avaient-ils dessinés eux-mêmes? N'était-ce pas de là que qu'ils s'étaient enfuis? Une femme se leva et se dirigea dans sa direction. Fine, élégante et tout ça. Elle dissimule de sa main, dans sa main, le cou, vers son cou. Elle sent que son cou... Qu'y a-t-il donc? Assieds-toi. Allez, viens, t'en vas pas. Assieds-toi, reste un peu. Mais j'ai le champignon. Anna. Il trouva le champignon dans sa poche et le brandit comme un fétiche. T'es amusant, toi. Et où sont les... J'ai besoin d'y aller, vraiment besoin. Et regarde là-bas. Puis reviens me voir, hein, s'il te plaît. Il ne revint pas. Il se perdit. Puis il se sentit fatigué. Il vit une table. Assis autour, il y avait des gens, et sous la table, des femmes. Il avait la nausée, mais plus la force d'avancer. Il s'assit. Le plafond tournait sans s'arrêter. C'était une preuve irréfutable que l'univers tournait autour de la Terre. On amena une femme nue en cravachant ses mains attachées. Tous les hommes présents se regardèrent entre eux et applaudirent. « Hé, arrêtez !» Artyom se redressa comme il le put. « Et quittez, toi ! Cessez de l'humilier !» Il voulut frapper quelqu'un et manqua son but. On le maîtrisa. « C'est elle-même qui le demande. Nous la nourrissons. »« Imbécile !» cria la fille. « Arrête ton cirque, je travaille !»« Allez, donne-lui un coup de cravache. »« Oh, frappe-moi !»« Oui, plus fort !» C'était elle. C'était elle qui leur demandait ça. « Et toi, t'en mêles pas !»« T'as vu ton état ?» reprit la fille. « Mais tu peux pas. Elle peut pas. Elle sait pas où aller d'autre. Elle sait pas quoi faire. »« T'es un fortiche, toi, hein ? Où est-ce qu'on peut aller, d'après toi ? Allez, remets un petit coup. Et maintenant sur les tétons. Donne-moi ça. Je vais y arriver mieux que toi. Allez, assieds-toi. Assieds-toi et bois un coup. Bois, je te dis. Bois avec nous. T'es un stalker ? T'es un stalker, pas vrai ? Je veux pas boire avec vous. Hors de question. Pas touche. Vous êtes redevenus des bêtes. Tous. Où aller ? Je sais pas, moi, où aller. Bah, où ça, alors ? Dis-nous. Chercher.
chercher où d'autres ont survécu. Partir de cet enfer. Nous devenons quoi ici? Des bêtes. Vous me faites tous dégueuler. Stalker? Mais t'es un rêveur. Eh, vous avez entendu? Là-haut? Mais t'as vu ton crâne? Tu perds tes cheveux, mon frère. Et tu voudrais qu'il nous arrive la même chose? Cause toujours? Ah, c'est bon ça, pas vrai? T'aimes ça, hein, petite garce? Et qu'est-ce qui va nous arriver dans le métro? On va dégénérer. On aura des enfants à deux têtes, des bossus, des sans yeux, ou des mucosités à la place des yeux, comme il y en a déjà chez un tiers des nouveau-nés. Des goitres. Comptez donc combien ont des goitres, tant que vous savez compter. Parce que vos enfants, eux, ils ne sauront plus rien. Vous battez des filles pour vous amuser, mais dans la station voisine, à Mendelivskaya, là-bas, c'est fini. Rideau. Ils vivent dans une caverne. En 20 ans. Des cavernes. Et attends. Attends, Stalker. Mais t'as tout à fait raison. Il a raison, les gars, non? Il est des nôtres. Mais Mendelivskaya est une station sympathique. À côté d'elle, ce bordel est... Mais il a raison. Il a raison, les gars. Nous dégénérons. Les gènes. Nos gènes sont pollués. Buvons, Stalker. Comment tu t'appelles? Pas vrai, les gars? Et les gènes sont pleins de merde. Y a pas de pureté. Versez-lui un verre. Nous avons ici un ingrédient secret, Stalker. À toi. À la pureté des gènes. Quoi? Il n'y a pas d'autre voie de salut. C'est un travail difficile. Un travail salissant. Mais quelqu'un doit bien le faire. À nous. À nous. Au Reich. Au Reich. Allez vous faire voir. Je bois pas aux fascistes. Nos grands-pères ont guerroyé. Regardez donc ce stalker, hein. Parti à guerroyer. Fasciste. Mais t'écoutes pas les discours du Führer, toi, hein. Ça fait 100 ans que nous ne sommes plus des fascistes. Changement de ligne du parti. Et les négros, bref. Tous les gens sont frères, tu piges? Si leurs gènes sont propres. Tous les gens doivent se serrer les coudes. Contre les monstres. Parce qu'il n'y a qu'un seul salut dans le métro. Pureté des gènes! Salut du peuple! Lancèrent-ils tous en chœur. Eh ouais! Darwin, il avait tout pigé, le mec! Avec ses jambes, il ne pouvait aller nulle part. Et il faut nettoyer, Stalker. Toi, continue à ramper dehors. Cherche-nous quelque part où vivre. À ta santé. Pendant ce temps, nous, on nettoie. Chacun son boulot. T'es normal, mon gars. Normal. Déconne pas. Artyom rassembla assez de force pour glisser de son tabouret et tomber sous la table. Il y avait là des filles nues coincées entre les jambes des orateurs. Il vomit. Puis il rampa à quatre pattes pour s'éloigner au plus vite. Une salve d'applaudissements le suivit. Des bêtes! Vous êtes redevenus des bêtes! Et moi avec vous! Puis les chambres, les chambrées. Les chambrettes dansèrent la farandole, plus étranges les unes que les autres, peintes ou non, cartonnées ou non, bondées de nus, ces nus qui lui collaient à la figure, et même un nu qui voulut le chevaucher accru. Et pendant tout ce temps, sans répit, quelqu'un le suivait subrepticement. Gagner du terrain? Était-ce le diable? Ou un tueur mandaté par quelqu'un? Peut-être par ces noceurs qu'il aurait bien voulu voir gigoter au bout d'une corde? N'y avait-il pas parmi eux ceux qui l'avaient condamné à la potence 2 ans auparavant? Peut-être bien que si. Et on le suivait toujours. Il fallait accélérer à 4 pattes pour éviter que le tueur, mais sans doute plutôt le diable, Satan en personne, le rattrape pour l'emmener. L'emmener encore plus bas, 8 mètres plus bas, dans le prochain cercle.
Qu'y avait-il? Qu'il s'en aille, qu'il s'en aille. Son champignon, où était son champignon qu'elle lui avait glissé? Où était son fétiche protecteur contre toute cette saleté? Que le Seigneur le sauve. Par ici, par ici. Viens, nous avons un canapé confortable. Salle bizarre. Et ce lustre et ce plafond, à quelle hauteur de 4 mètres de plafond? Était-ce bien possible? Et d'où venait toute cette lumière? Que lui proposait-il? Qui était cet homme? Il ne lui restait plus de force. Pourquoi y avait-il des gardes devant les portes qui... Vous voudrez bien me pardonner, mais je vous ai entendu sans faire exprès. Et votre histoire m'a intéressé. Vous êtes stalker, c'est bien ça? Vous rêvez de trouver d'autres survivants. Vous refusez de croire que nous sommes seuls. Cela vous donne la nausée. Je comprends. Imaginez seulement que personne nulle part n'a réussi à se sauver, hormis dans notre métro. Cela vous rend malade. Et quittez, toi. Et vous avez l'impression, vous en cherchez même la preuve, qu'en réalité le monde n'est pas en ruine. Et si c'était vrai, pensez-vous que les gens quitteraient le métro, en abandonnant tout derrière eux? Qu'ils iraient se refaire une nouvelle vie ailleurs? Allons donc. Et bien sûr, notre malheur. Nous n'avons nulle part où aller. Tous assis au bagne, dans les souterrains. Nulle part. Oh, comme vous y allez. Regardez donc, il y a une pléthore de choix. Vous avez les fascistes, vous avez les communistes. Des sectes en veux-tu, en voilà. Tout ce qu'on vous demande, c'est de choisir un dieu. Vous pouvez même en créer un de toutes pièces à votre goût. Vous pouvez même creuser un escalier vers l'enfer, et, de manière plus générale, vivez où bon vous semble. Les stations sont nombreuses. Vous voulez sauver des livres? Allez donc. Vous préférez vous amuser aux dépens de votre prochain? Mais faites comme chez vous. Envie d'une petite guerre? Mais je vous en prie. Quoi d'autre? Croyez-vous qu'il manque quelque chose aux gens ici-bas? Je serais bien curieux de savoir quoi. Tenez, vous, par exemple, dites-moi. C'est drôle. Et en ce qui concerne les femmes, là aussi tout va pour le mieux. Elles ne vont pas disparaître. D'ailleurs, nous avons prévu d'en recevoir aujourd'hui. Sacha, ma petite Sacha, approche. Tu sais bien pourtant que ce sont ceux-là que j'aime à rendre heureux. Allez, ma petite, sois douce avec lui. Vois la croûte dont il s'est enrobé comme d'une carapace, à la manière de caille. Il porte un éclat de glace dans son cœur, qui ne fondra que si l'on souffle dessus, que si l'on serre l'homme dans ses bras. Oui, je veux regarder comment tu t'occupes de lui, et lui de toi, mais ne te hâte pas. Nous avons tout le temps. Embrasse-le. Voilà. Mais ne m'oublie pas non plus, ma petite. Non, non, attends, ne fais rien. J'ai un champignon. Et il me protégera. Tu es le diable, oui, le diable. Pourtant tu dois craindre les champignons, parce qu'ils sont les réceptacles de la sainteté. Attends, t'es Sacha? Où est-ce que j'ai entendu ce nom? Ton nom? Sacha. 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 Hé, tu m'entends? Est-ce qu'il respire encore? Ah bah, je crois bien qu'il respirait. Hein. Bouche-lui le nez. S'il est vivant, il ouvrira la bouche. Eh, mon frère, ça va? T'es sûr que c'est lui? Quelque chose de blanc. Blanc et fêlé. Une fissure noire. Comme la Moskova qui apparaissait entre les berges enneigées. Une douleur.
comme celle de la rivière quand se brisait la glace. L'eau des fontes. Le printemps, sans doute. Bah, retourne-le, on va pas le laisser la gueule contre le carrelage. Le décor changea. La neige et la rivière disparurent, mais la douleur coulait toujours. Étrange. Sa joue brûlait, le bras lui cuisait. Un œil apparut dans le néant. Il plongea son regard à l'intérieur d'Artyom, là où personne ne l'avait invité. Ouais, c'est lui. Ouais, c'est lui. Debout, Artyom. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Bah, on n'y est pour rien, nous. On l'a trouvé comme ça. Mais où sont ses vêtements, son blouson, son t-shirt? Et qu'est-ce qu'il a donc sur le bras? Oh merde. Ah, ça c'est clairement pas moi. Sur la tête de ma mère. La tête de ta mère. Ah, d'accord. Lève-le. Lève-le, je te dis. Voilà, adosse-le contre le mur. Et apporte donc de l'eau. Son horizon s'élargit. Un couloir. Des portes. Encore des portes et tout au bout de la lumière. Peut-être devait-il y aller. Peut-être était-ce là-bas que sa mère l'attendait. « Maman !» gémit Artyom. « Mais il nous entend, tout va bien. Il rentre du cosmos. T'as mélangé des verres avec son samogon, hein? Bah oui, c'est ça. Et il devait y avoir encore autre chose. Ça fait longtemps que vous l'avez perdu? On s'est séparés avant-hier. Heureusement que vous vous êtes inquiété, parce que dans ce coin-là, il aurait pu y passer une semaine, ou 6 mois. C'est pas notre genre de laisser tomber les potes dans le besoin. Garde tes ronds. Hé, Artyomitch, c'est bon. Hourra! Debout là-dedans, les tuyaux nous appellent. Quelque chose claqua, et la douleur reflua un peu. On changea les lentilles. On commença par en appliquer une sur le monde, puis une deuxième en la choisissant avec soin. On trouva la bonne. Les contours devinrent nets. On ajusta le contraste. Et qui t'es? Les boueurs au manteau en cuir? Lyoka? Qui d'autre? Et pourquoi? Pourquoi toi? C'était étrange. Très étrange, se disait Artyom. Mais il y avait plus étrange encore. Ce n'était pas leur Lyoka. Quelque chose lui manquait. La puanteur. Omer était reconnaissant à Lyoka de l'avoir aidé à retrouver Artyom, qui avait disparu dans la station sans laisser de traces. Seul il en aurait été incapable. Il l'avait retrouvé au 3e jour de leur recherche, dans un local à ordures désaffecté. Il était sale, et de ses vêtements ne restait que le pantalon. Que s'est-il passé? C'était la grande inconnue. Artyom avait beau tenter de plonger dans sa mémoire, il en revenait à chaque fois bredouille. Il y faisait aussi noir que dans un tunnel. Impossible de savoir s'il y avait quelque chose ou non. Peut-être était-ce vide. Mais peut-être quelqu'un se tenait-il derrière son dos, et lui soufflait-il sur la nuque en souriant. À moins que ce ne fût pas un sourire, mais une gueule béante. On ne pouvait être sûr de rien. Mon bras! Et qu'est-il arrivé à mon bras? Artyom y passa la main et grimaça. Ça non plus, tu ne t'en souviens pas? Demanda Omer alarmé. Rien du tout. C'est ton tatouage. Qu'est-ce qu'il a? Qui, si ce n'est nous, avait été tracé à l'encre sur son épaule. Il n'en restait plus une seule lettre. Tout était recouvert d'une boursouflure brûlée d'où suintait du rouge et du blanc. Chacune des lettres était oblitérée par une petite marque ronde. Putain, ils t'ont brûlé avec une cigarette, fit Lyoka.
Qu'est-ce que t'avais écrit? Liucia, je suis à vous pour la vie? On dirait que tu es tombé sur une jalouse. C'était le tatouage spartiate. Tous ceux de l'ordre portaient le même. Il avait été fait le jour où il avait rejoint leur rang. C'était un rappel. On appartenait à l'ordre à tout jamais. Il n'y avait pas de vétéran dans ses rangs. Voilà 1 an qu'Artyom avait été mis à l'écart, mais il aurait préféré se pendre plutôt qu'effacer ses mots. « Qui a pu faire ça ?» demanda Omer. Artyom palpait en silence les lettres brûlées. L'épaule lui cuisait, mais pas autant qu'il l'aurait voulu. Cela ne datait pas des dernières 24 heures. La croûte avait déjà commencé à se former. La croûte? Une table flottait dans le Samogon tel un radeau salvateur. Autour de cette table, des trognes indistinctes, et lui, Artyom, s'était joint à cette compagnie pour un temps. Mais ces gens ne l'avaient pas torturé, ni brûlé. Ils trinquaient avec lui pour une raison obscure. Après, tout n'était que fantasmagorie. N'était-ce pas un rêve délirant? Cependant, dans l'état où il s'était trouvé, il était difficile de dissocier le rêve de la réalité. « Ah, je sais pas, je me souviens pas. »« Dessoule et ça reviendra, » fit Lyoka. « Tiens, je t'ai trouvé un blouson pour remplacer le tien. » Artyom enfila le vêtement trop grand d'au moins 2 tailles. Il était impossible de savoir si c'était le jour ou la nuit à Tsvetnoï Boulevard. La soupe était toujours la même que la dernière fois. Les voisins insatiables poussaient les mêmes gémissements et heurtaient les parois au même rythme. La même musique entêtante flottait, et les mêmes mouvements lascifs se succédaient autour de la perche, avec une autre fille. Artyom ingurgitait le liquide chaud, le même qu'à VDNKH et partout dans le métro, en s'interrogeant. Pourquoi ces brûlures? Qui avait fait ça? Qui avait osé? L'ordre avait pour principe de ne jamais s'immiscer dans les querelles des lignes. Il restait toujours au-dessus de la mêlée. Melnik avait un dégoût prononcé pour la politique. Il ne souffrait aucun supérieur hiérarchique, ne prenait ses ordres de personne, et n'était redevable qu'à lui-même. Voilà plus d'une 20aine d'années qu'il avait été le premier à jurer de ne jamais prendre parti, de protéger sans exception tous les habitants du métro des menaces contre lesquelles les autres ne pouvaient rien, ou dont ils n'étaient pas conscients. Peu de gens prêtaient serment à l'ordre, et ce n'était qu'après de nombreuses épreuves. Melnik n'avait que faire d'une armée. Anciens membres des forces spéciales, les stalkers, les agents de l'ordre erraient dans le métro, invisibles. Ils opéraient des missions de reconnaissance, accumulaient des informations et faisaient leurs rapports. Melnik les écoutait tous. Si une menace apparaissait, une véritable menace pour le métro, l'ordre lui portait un coup fatal. De par le nombre restreint de ses combattants, il ne pouvait pas s'engager dans des guerres ouvertes. Aussi Melnik s'efforçait-il d'annihiler l'ennemi en secret, par une faction soudaine et rapide, de l'étouffer au berceau. De ce fait, ils étaient peu à connaître l'existence de l'ordre, et ceux qui la connaissaient le craignaient. Pourtant, quelqu'un n'en avait pas eu peur. Pourquoi alors ne pas achever ce qu'il avait commencé? Pendant que je te cherchais, je suis arrivé dans un cul-de-sac. Et qu'est-ce que je découvre? Des vitraux. À Novoslobodskaya, ils se sont brisés, alors qu'ici, ils sont entiers. Dit Omer avant de marquer une pause. Saleté de station. Il faut partir, fit Artyom en repoussant son assiette vide. Moi, je pars dans 1 heure, leur apprit Lyoka. Tu y retournes? Tu crois qu'on te laissera revenir à la Hanse? Non. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai compris un truc. La merde, c'est derrière moi. Je vais rejoindre la Légion de Fer. Quoi?
Artyom dévisagea le broker de ses yeux rougis. Il comprenait maintenant pourquoi Lyoka leur avait faussé compagnie. J'ai écouté les gars et ils ont raison. Tant que nous, les normaux, n'aurons pas chassé les monstres à la surface, nous n'aurons pas une vie normale. Pour faire court, je pars pour le Reich avec le détachement de volontaires. Garde un bon souvenir de moi. Homer se contenta de marmonner mollement. De toute évidence, il était déjà au courant. « Mais t'es débile ou quoi ?» lança Artyom. « T'as perdu la boule ? Et lâche-moi un peu. Qu'est-ce que t'en sais, toi, des monstres ? Est-ce que tu comprends seulement l'ampleur de leur mafia dans le métro ? Et tous ces salauds sont à Rijskaya. C'est parfaitement vrai. J'y retournerai dans mes bottes ferrées. Il paraît qu'ils distribuent des bottes plutôt cool. »« Les monstres, j'en connais un rayon, » répondit Artyom. Bref, lâcha Lyoka d'une voix qui signifiait la fin de la discussion. « Eh ben, ça veut dire qu'on se recroisera un jour ?» dit Artyom. « Avec plaisir, » répondit joyeusement Lyoka. « Il faut vraiment qu'on se revoie ?» Il se leva, fit craquer ses mains dans lesquelles il avait décidé de prendre sa vie, et son regard tomba sur la poule qui picorait dans un coin. « On pourrait peut-être se la partager ?» proposa-t-il. « Mais puisque tu en parles, qu'est-il arrivé à Oleg ?» demanda Artyom. « Il a clamsé, comme je l'avais prédit. » Tout tanguait encore autour de lui. Mais il ne voulait pas rester à Tsvetnoï Boulevard une minute de plus. Traverser Gomorrhe avec un sac à dos et un sac de voyage était encore plus compliqué que le faire nu. Le labyrinthe s'anima. Le kaléidoscope des malfaisants s'agita, prit une nouvelle forme, et la route sûre vers la sortie devint obsolète. Aussi, au lieu d'arriver devant le passage de correspondance vers Troubnaïa, ils se retrouvèrent devant les canaux. « Hé, regardez-moi ça! C'est notre compagnon d'armes! Stalker !» Quelqu'un parlait derrière lui. Artyom ne comprit pas que ces paroles lui étaient adressées, mais on lui donna une tape sur l'épaule l'obligeant à se retourner. 4 hommes en uniforme noir se tenaient devant lui, des svastikas à 3 branches sur les manches. Artyom ne les reconnut pas aussitôt. Puis il eut l'impression de plonger son regard dans un bocal de champignons marinés. Dans l'eau trouble de la saumure, ils tournèrent leur visage dans sa direction. Il les avait vus l'avant-veille. Celui-ci était assis à une table. Il avait accueilli Artyom et lui resservait du poison dans son verre. Il avait un grain de beauté à la racine du nez. C'était ce grain de beauté qu'Artyom avait fixé. Alors que les autres... De quoi avait-il discuté ? Pourquoi était-il si heureux de le revoir ? Ils auraient dû lui sauter à la gorge plutôt. « Vous vous souvenez, les amis ? C'est le Stalker. Il est des nôtres. Il nous a quittés à 4 pattes. »« Ah, bah oui ! Elle est bonne celle-là, les gars !» Voilà longtemps qu'Artyom n'avait pas vu de sourire aussi sincère. « Tu viendrais pas avec nous ? On a besoin de recrues qui réfléchissent. » lui proposa celui au grain de beauté. Leur col portait des insignes de sous-officiers. Derrière eux s'étirait une colonne d'hommes disparates, rangés à 3, de front. Il comprit enfin. C'était le détachement de volontaires, la Légion de fer, ceux qui prisaient la pureté des gènes. Avait-il bu à ça ? Il aurait mieux fait de vomir. « Allez vous faire voir !» Il tourna les talons et s'éloigna à grandes enjambées. Il avait désormais l'impression que tous les habitants de la merveilleuse cité de Gomorrhe le regardaient, les yeux plissés, comme s'ils le reconnaissaient et lui disaient « Eh ben, nous t'avons rencontré pas plus tard qu'avant-hier le cul nu, et à 4 pattes. Pourquoi tu ne nous dis pas bonjour ?» Il se souvint soudain. Il avait bel et bien vomi. Autre chose lui revint en mémoire. Quelqu'un le suivait, le traquait, ne se laissait jamais distancer.
un homme sobre, arrogant, d'un âge mûr, pendant que lui-même fuyait pour échapper à la honte, quatre pattes comme un bébé. Et cet homme voulait quelque chose d'Artyom. On se serait cru dans un cauchemar. Mais en était-ce vraiment un? En outre, à Gomorrhe, il y avait peu de résidents permanents. Tout le monde était en transit. Les fascistes, on les repérait. Ces imbéciles portaient leurs uniformes. Mais comment savoir qui s'y trouvait en tenue civile? Depuis la Troubnaïa, il était possible de rejoindre la Hanse, la ligne rouge, les cliniques tenues par la pègre à Kitaïgorod, et de là n'importe où ailleurs. Et le premier salopard affamé pouvait comme n'importe qui gagner Tsvetnoï, par la voie des eaux. Peut-être s'en était-il tiré à bon compte, finalement. Son problème était d'en connaître le prix. Bon gré mal gré, ils débouchèrent non loin du couloir de correspondance vers Troubnaïa. Artyom avec son barda, et Omer avec sa poule. Le vieil homme avait catégoriquement refusé de la tuer, pour en donner la moitié au broker volontaire. Quant au volatile, il n'avait plus pondu, comme l'avait prédit Oleg. Là les attendait une surprise. Un contrôle des passeports. Artyom ne se souvenait plus d'où Troubnaïa tirait ses revenus. Mais ce n'était de toute évidence pas des mêmes activités que Tsvetnoï, puisqu'on avait jugé bon d'installer un barrage. Nul besoin de visa pour franchir le cordon, mais il fallait présenter les documents adéquats. Omer sortit un petit livret vert, frappé de l'aigle couronné. Nikolaïev Nikolai Ivanovitch, né en 1973. Oblast d'Arkhangelsk. Station Sévastopolskaya. Marié. Cette mention était barrée. Sur la photo, il n'avait ni barbe ni cheveux blancs, ni même sans doute la quarantaine. Mais on le reconnaissait. Artyom posa son barda par terre et fouilla dans ses poches. Rien dans son pantalon. Il frissonna. Ça ne pouvait tout de même pas être resté dans la veste. Dans cette veste qui avait disparu en emportant avec elle le champignon qui devait veiller sur Artyom, le protéger, et lui faire garder les pieds sur terre. Il ouvrit son sac de voyage et fouilla dedans, en se sentant devenir moite. Le poison qu'il avait ingurgité ressortait par tous les pores de sa peau. Son bras plongeait ici et là. Puis, pris de panique, il sortit sa deuxième peau, celle du stalker, qui il étala à la vue de tous, avant de s'attaquer aux poches du sac et d'en vider intégralement le contenu, un genou posé sur la Kalachnikov. Il n'y avait rien. « Je ne te l'ai pas laissé ?» demanda-t-il à Omer d'une voix d'outre-tombe. « Il ne serait pas tombé quand nous étions attablés ?» Le vieillard écarta les bras dans un geste d'impuissance. Sans passeport. Impossible de vivre dans le métro sans passeport. Pas d'accès à la Hanse, ni à Police, ni vers la ligne rouge, ni à Alexeïevskaya, ni à aucune autre station où les gens s'efforcent à minima de penser au lendemain. Tous les possibles se résumaient à crever de faim, dans une station abandonnée, ou à se faire bouffer dans un tunnel. Un attroupement s'était formé. On le regardait avec un mélange de suspicion et de compassion. Tant pis pour les badauds. Il n'avait pas le temps de se cacher. Il devait savoir la vérité. Il plongea dans son sac à dos devant tout le monde. Dévoila un peu de la radio. Les gardes-frontières le remarquèrent et se renfrognèrent. Il finit par sortir la radio et la dynamo. La foule caqueta. « Il n'y est pas, bordel ! Merde !» Omer, qui avait traversé le contrôle, laissa retomber ses bras, se dirigea en crabe vers les sentinelles pour marchander leur bonne volonté. Mais il ne leur restait plus grand-chose à faire miroiter. Un chargeur et demi, tout au plus. Ensuite,
Il faudrait prier pour ne pas avoir besoin de puissance de feu. Hors de question, grogna le chef du groupe. Si on vous laisse passer, les rouges vont nous écorcher vifs. De toute façon, vous ne pourrez pas aller au-delà de Stretensky Boulevard. Comment est-ce possible? La ligne rouge a coupé tous les accès hier. Ils sont entrés à Stretensky et vérifient les papiers de tout le monde. Impossible de rejoindre la ligne elle-même, ou d'en partir. Il s'est passé quelque chose chez eux, mais personne ne sait ce dont ils retournent. Alors, ils occupent Stretensky, et de là-bas jusqu'à chez nous. Alors on préfère éviter toute provocation. On raconte que les rouges vont prendre d'assaut Teatralnaya. Qui ça on? Les gens, pour que le Reich ne puisse pas faire main basse dessus. Ils ont peur que les fascistes frappent en premier. Ils se préparent. Ils coupent tous les accès au Reich. Et c'est pour quand? Demanda Artyom, figé au-dessus de son sac ouvert. Quand? Va leur demander toi-même. Ça peut arriver d'un moment à l'autre vu qu'il y a déjà eu des fuites. Il faut... Artyom commença à remballer toutes ses affaires à la hâte, avec des gestes nerveux. Il faut... Viens ici, grand-père. Tu vas y aller seul par Stretensky. Tu as un passeport, tu as le regard amical et une barbe comme le Père Noël, et tu as cette saleté de poule. Personne ne te fera de mal. Je vais passer par la surface. On se retrouve là-bas, à Teatralnaya, si les rouges ne s'en emparent pas avant. Et s'ils la prennent... Omer le regardait d'un air perdu, et hochait la tête. Que pouvait-il faire d'autre? Si j'avais pas décidé pour Oleg, pour sa santé, marmonnait Artyom en jetant des regards haineux en direction de la poule. Et ça a servi à rien, putain! Enculé, à rien! Il chargea son bagage sur ses épaules, et revint vers les gardes-frontières en sueur et en colère. Et cette colère semblait avoir des vertus curatives. Où est-ce qu'on peut monter chez eux? Quel est leur accès à la surface? Un escalier? Un escalator? Le responsable du poste de contrôle le regarda d'un air compatissant. T'es un stalker, c'est ça? Y a pas d'accès ici. Ça fait un siècle qu'il est effondré. Qui aurait intérêt à monter là-haut? Leurs prostitutes? Et chez vous, à Troubnaya, vous avez ça? C'est scellé. Oh, mais quelle sorte de gens êtes-vous? S'emporta Artyom. Vous n'avez plus besoin de la surface? L'officier ne se donna pas la peine de répondre. Il se contenta de lui présenter son large postérieur, que contenait à peine son pantalon. Ce blanc-bec n'allait certainement pas lui donner des leçons de vie. Artyom respirait profondément pour se calmer. Il avait couru à travers un labyrinthe. La sortie qu'il avait entreaperçue au loin s'était refermée. Et soudain, tous les couloirs s'étaient transformés en cul-de-sac. Quant au ponton qu'il avait traversé pour arriver jusque-là, il s'était abîmé dans le néant. Le voilà pris comme un rat. « Artyom, » dit le vieillard en lui effleurant le bras. Et si on essayait de passer par le Reich malgré tout? Hein? Jusqu'à Tchekovskaya. Là-bas, il nous suffirait de rejoindre Tverskaya. Et Teatralnaya serait à nos pieds. On pourrait même y arriver aujourd'hui, si tout se passe bien. Tu n'as pas d'autre choix. Artyom ne répondit rien, comme s'il avait la bouche pleine d'eau. Il se contentait de se masser le cou. Sa gorge le brûlait. Nous n'arrivons pas trop tard? Le sous-off au grain de beauté lui sourit chaleureusement. Nous vous attendions? Artyom hésita en regardant la colonne. Allait-il vraiment rejoindre ces types? Commença-t-il en baissant la voix. Je n'ai pas de papier. Prenez-vous les sans-papiers dans votre légion? Et je vous le dis tout de go, j'ai une tenue de stalker et une radio, pour qu'il n'y ait pas de questions par la suite. Nous prenons volontiers des gens sans papier, le rassura le sous-off. De toute façon, votre biographie sera réécrite de zéro. Qui peut bien s'intéresser au passé des héros du Reich?